Ok, bonjour tout le monde, on va commencer. Et aujourd'hui, notre sujet, ce sera considérer l'évolution de la coopération en biologie. Et globalement, le plan de cours, c'est le suivant, c'est-à-dire que la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi l'existence de la coopération présente un paradoxe pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc, pourquoi c'est une question intéressante? Ensuite, on va regarder et considérer les différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Donc, la première étant la sélection de groupe. Et là, on va poser le pour et le contre. La deuxième solution proposée était la kin selection, c'est-à-dire une sélection en faveur de ses parents, de sa parentèle. Et ça va être ce qui, pour le comprendre, il faut avoir une idée claire de ce que c'est le coefficient de relation et la règle d'Hamilton qui est proposée pour dire sous quelles conditions il faut coopérer avec un autre individu en fonction de le coefficient de relation entre les deux individus. Alors, on verra que la kin selection n'explique pas tout. Et pour d'autres modèles, pour expliquer l'évolution de la coopération, on va faire un petit détour par la théorie des jeux pour voir ou comprendre les modèles qui permettent l'émergence d'un altruisme réciproque, et notamment la stratégie tit for tat, qui permet dans certaines simulations de voir émerger une coopération entre des individus. Et finalement, en dernier lieu, on va faire un petit peu le rapprochement entre ce type de modèle théorique et les conditions qui existent dans les relations de parasitisme et de mutualisme entre deux types d'organismes. Et à la fin, on va faire un résumé de tout ça et d'autres modèles théoriques qui ont été proposés pour expliquer l'existence de la coopération. Donc la première question, c'est donc de savoir pourquoi la coopération est un paradoxe pour l'évolution par les sélections naturelles. Tout d'abord, qu'est-ce la coopération? Donc on peut considérer deux types d'interactions entre organismes, des interactions qui sont soit mutualistes, auquel cas on va avoir une interaction entre deux individus et au cours desquels les deux individus vont tirer un bénéfice, ou alors on a des interactions altruistes. Et lors de cette interaction, on a un individu qui supporte un coût, tandis que le deuxième individu tire un bénéfice. Et dans les deux cas, c'est pas vraiment évident comment ce type de comportement peut exister dans un système biologique si on considère que la biologie et l'évolution est basée sur la compétition entre les individus. Donc, si tous les individus d'une population sont en compétition les uns avec les autres, c'est pas clair pourquoi ils devraient coopérer. Et c'est certainement le cas pour des comportements altruistes. Parce que si moi je suis en compétition avec tous les autres individus dans la société, c'est pas clair pourquoi je devrais aider quelqu'un d'autre parce que ça m'apporte aucun bénéfice ici. Or, le problème, ou le constat plutôt, c'est que en biologie, il y a énormément de coopération entre individus. Et on a de nombreux cas de coopération
intra-espèces, où les individus de la même espèce vont s'entraider avec différents types d'exemples. Par exemple, certaines chauves-souris vont partager les ressources. Donc, celui qui donne en partage, il supporte un coût, forcément. Il y a pas mal d'oiseaux et de mammifères qui poussent un cri d'alarme lorsqu'ils voient un prédateur proche, pas de lui-même, mais d'autres individus de la même espèce. Et là encore, c'est un comportement qui porte un coût pour l'individu qui pousse le cri. C'est-à-dire que si moi je pousse un cri lorsque je vois un prédateur approcher un groupe un peu plus loin, ça ne m'apporte rien en bénéfice parce que j'ai déjà vu le prédateur, moi. Mais du coup, je peux l'attirer vers moi en faisant ça. Donc, je supporte un risque pour bénéficier autrui. Et l'exemple le plus extrême de la coopération dans le monde animal se trouve chez les insectes sociaux, les fourmis et plusieurs espèces d'abeilles et les termites. Et dans ce cas-là, on a des animaux qui vivent en colonie avec, je sais pas, probablement des centaines de milliers ou des millions d'individus. Et la plupart de ces individus, c'est-à-dire par exemple les abeilles travailleuses dans une ruche, ne se reproduisent pas elles-mêmes, mais elles passent la totalité de leur vie à travailler pour soutenir et favoriser la reproduction de la reine. Donc on a une absence totale de reproduction individuelle de la travailleuse, et donc en termes de compétition darwinienne, c'est zéro, c'est nul, quoi. Or, ce type de comportement existe bel et bien, et des organismes comme les fourmis ont un énorme succès sur la planète. Il existe également de nombreux exemples de coopération interespèces, où on a deux espèces, la plupart du temps c'est deux, des fois plus, deux espèces qui vont vivre en symbiose. Et par exemple ici, on a des lichens qui sont des assemblages de moisissures et d'algues ou des bactéries photosynthétiques. Et on a quelque chose de semblable chez les coraux. Les coraux sont des symbioses entre les petits animaux invertébrés marins et des algues. Et on a aussi une sorte de coopération ici entre le poisson clown et les anémones qui les hébergent. Donc on a une sorte de coopération interespèces ici également. Alors, tout ce type de coopération semble incohérent avec un modèle d'évolution qui propose qu'à la base de tout, c'est une compétition entre les individus. Donc c'est pour ça que la coopération en biologie est un paradoxe pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et ces exemples de coopération ne sont pas rares, ce n'est pas juste des petites exceptions ici et là où on pourrait se dire là, ce sont des exceptions à la règle, mais on peut les ignorer. C'est vraiment exceptionnel. Ce sont des interactions qui sont très fréquentes et souvent très importantes pour des écosystèmes. Alors, ce sont des observations biologiques qui méritent une explication, qui ont besoin d'une explication. Donc, c'était un peu ça le problématique qui a confronté des biologistes depuis peut-être une bonne cinquantaine ou une centaine d'années. Donc, la première solution qui était avancée pour expliquer l'existence de la coopération, au moins intra-espèces, était la sélection de groupes. Donc, c'était proposé par un biologiste britannique, M. Wynne Edwards, en 1962, qui le proposait comme une explication du comportement de certains animaux qui, selon lui, allaient restreindre ou limiter leur consommation de ressources de façon à ne pas épuiser les ressources alimentaires disponibles.
Donc, dans un système où tout le monde va être en compétition les uns avec les autres, on peut aisément imaginer que chacun est en compétition pour la même ressource alimentaire. Donc l'avantage individuel, c'est de manger le maximum que l'on peut individuellement. Mais si tout le monde fait ça, on va épuiser les ressources et c'est tout le monde qui est perdant. Donc Wynne Edwards, il a vu qu'en fait, il y a des populations animales qui sont stables dans le temps, qui n'épuisent pas de leurs ressources naturelles, et ils le font parce qu'il y a une sélection au niveau du groupe pour supprimer des comportements égoïstes. Et donc, il avait proposé que c'est la sélection au niveau du groupe qui explique ce type de comportement coopératif. Donc, on ne va pas agir de façon égoïste et tout bouffer, mais on va se restreindre un petit peu pour le bien du groupe. Donc, c'est ce qu'il a proposé. Mais en fait, il a eu pas mal de critiques de la part de la plupart d'autres biologistes pour deux raisons. Donc, premièrement, on a eu des objections un peu d'ordre théorique qui disaient oui, mais ce que vous proposez, c'est une sorte de confrontation ou une lutte entre une sélection au niveau de groupe et les avantages par une sélection au niveau de l'individu. Et ça forcément la sélection au niveau de l'individu qui sera plus fort, donc votre truc il ne marchera jamais. Donc, globalement, c'était ça l'argument qui va être opposé. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que, en tout cas pour moi, ce qui est plus convaincant, ce sont les objections basées sur les observations empiriques de populations réelles. Parce que pour moi, c'est ça vraiment, c'est ça l'essence de la science. Vous avez une théorie et vous devez tester votre théorie contre les observations. Et ce que de nombreux biologistes ont fait remarquer, c'est que oui, mais votre histoire d'individus qui restreignent leur consommation individuelle, ça ne code pas vraiment avec des observations. Parce que si on imagine ou si on observe les interactions entre un prédateur, ce qui dépend d'une espèce de proie majoritairement, on observe ce type d'oscillation de population du prédateur et de la proie. C'est-à-dire, lorsque la proie est très nombreuse et on a peu de prédateurs, donc c'est l'abondance, chaque prédateur a largement ce qu'il faut pour vivre, donc sa population va augmenter, mais la population de la proie va diminuer parce que les individus sont chassés et mangés par les prédateurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces tendances vont continuer jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où la population des prédateurs devient trop élevée, il n'y a pas assez de proies, et donc la population du prédateur va chuter. Et vu qu'il y a moins de prédateurs, c'est ça qui va permettre à la population de la proie de récupérer. Et au lieu d'un équilibre, donc ça peut avoir l'air d'un équilibre stable sur le long terme, mais en fait, ce n'est pas une coopération entre les individus chez les prédateurs, c'est juste une sorte de superposition de ces oscillations dans le temps. Et ça n'a rien à voir avec la coopération. Donc, majoritairement, à l'époque, dans les années 1960, la communauté de biologistes avait rejeté l'idée de la sélection de groupe comme une explication valable de la coopération. Donc, on cherchait une autre explication. La deuxième explication qui était proposée, c'était la kin selection. Donc, la kin selection, pour le comprendre, il faut prendre un pas en arrière un petit peu et comprendre ce que c'est la valeur sélective darwinienne telle qu'on peut la mesurer dans les écosystèmes réels. Donc en génétique des populations, on représente la valeur sélective d'un individu de la population par la valeur oméga, qui est le produit entre la viabilité et la fertilité d'un individu. Et en génétique de population, un certain valeur oméga sera associé à un génotype en particulier. Donc c'est le produit parce que
Si votre viabilité est 0, bah, vous êtes mort, vous n'allez pas survivre longtemps. Si votre fertilité est 0, bah, vous n'allez pas laisser de descendance, donc vous n'allez pas transmettre vos gènes, vos allèles. Et en termes d'évolution, c'est un peu la même chose que d'être mort. Donc, si on applique ça à notre modèle de sélection darwinienne, donc on a à chaque génération des individus qui sont variables, c'est-à-dire que leur valeur sélective darwinienne oméga va représenter des variations. Et ce sont des individus avec la valeur sélective le plus élevée qui vont se reproduire le plus et qui vont laisser plus de descendance dans la génération suivante. Donc, si on veut observer ça dans la nature, ce n'est pas vraiment évident comment mesurer la viabilité et la fertilité d'un individu. Parce que souvent, on va avoir une sorte de compromis entre ces deux choses. Parce que, imaginons qu'on a une plante à fleurs, un angiosperme, qui a une sorte de choix dans son utilisation de ressources. Donc, la plante peut éventuellement utiliser toutes ses ressources nutritives pour produire des tiges et des feuilles, pour être très robuste. Dans ce cas-là, on aura une plante avec une viabilité au maximum. Mais si cette plante-là produit aucune fleur, bah, sa fertilité va être 0. Donc, valeur sélective, 0. L'inverse est également vrai, c'est-à-dire que si notre plante dédie l'ensemble de ses ressources à produire une tonne de fleurs et très très peu de tiges et de feuilles, bah, sa fertilité serait éventuellement très élevée, mais sa viabilité sera très proche de 0, donc elle n'arrive jamais à l'âge pour produire des fleurs. Donc quelque part, entre ces deux extrêmes, il doit y avoir une sorte de optimum. Et donc, si on veut comparer la valeur oméga d'un tas d'individus dans une population réelle, il faudrait avoir une idée de l'optimum de cette compromis entre la viabilité et la fertilité. Et ça, en fait, c'est pas facile à mesurer. Dans des situations expérimentales en laboratoire ou sous serre, on peut peut-être le faire dans des situations vraiment très contrôlées. Mais dans un environnement réel, en écologie, c'est impossible parce que vous ne savez pas vraiment a priori quelle est la meilleure distribution entre viabilité et fertilité parce que ça dépend de tout un tas de facteurs qu'on ne connaît pas. Donc, les biologistes, enfin des vrais biologistes qui font des travaux sur le terrain, ont développé une autre façon de mesurer la valeur sélective darwinienne des individus dans une population. Et c'est de dire que, en fait, la théorie nous dit que les individus avec une valeur sélective les plus élevée vont laisser plus de descendance. Donc, en fait, si je compte le nombre de progéniteurs qui survivent jusqu'à l'âge adulte chez les différents individus d'une génération, c'est ça qui me donne une mesure de leur valeur sélective darwinienne. Et donc, tout le monde travaillait un peu comme ça. Donc ça, c'est un peu le contexte dans les années 1960. Et alors arrive un autre chercheur britannique, M. Hamilton, qui dit que, bah oui, mais en fait, là, il manque quelque chose ici, parce que là, lorsqu'on considère la descendance directe d'un individu, ça nous donne sa valeur sélective darwinienne individuelle, mais il manque quelque chose. Pour le comprendre, je vous invite à réfléchir un petit peu sur cet arbre généalogique. Et on voit qu'entre cet individu ici et celui-ci, on a le même génotype. Et les individus ici et là, ils portent les mêmes allèles. Alors, imaginons que cet individu-là n'a pas de descendance. Donc, dans la mesure de sa valeur sélective darwinienne, ça va être 0. Mais ce que Hamilton a remarqué, c'est que, imaginons que cet individu-là, par ses actions, il va favoriser la reproduction de son proche parent, son neveu ou sa nièce dans l'occurrence. Et dans ce cas-là, il va favoriser la survie et la fertilité de cet individu-là. Donc en fait,
puisqu'ils partagent des allèles, ces actions altruistes pratiquées vis-à-vis d'un parent proche vont favoriser la transmission des allèles qui sont partagés entre les deux individus. Donc, avec ça comme raisonnement, Hamilton a dit ce qu'il faut faire, c'est pour comprendre l'évolution des populations et des génotypes, c'est de calculer la valeur sélective inclusive et qui a deux composants. La valeur sélective darwinienne directe et aussi des effets positifs sur la survie et éventuellement la fertilité des parents qui portent les mêmes allèles. Donc ça, c'est très important. Donc, il shift le point de vue, on commence à réfléchir au moins en termes de valeur sélective des individus, mais plus en valeur sélective des génotypes. Et ce qu'a remarqué Hamilton, c'est que si on considère la valeur sélective inclusive, des comportements altruistes peuvent être favorables, non pas pour l'individu, mais pour des allèles, pour les génotypes qui sont partagés entre les deux individus dans l'interaction. Et donc, ces actions ou ces comportements altruistes vont être favorables pour les allèles partagés si cette inégalité est respectée. Donc, dans cette inégalité, C, c'est le coût pour le donneur altruiste en unité de valeur sélective. B, c'est le bénéfice pour le récipient, pareil, en unité de valeur sélective. Et R, c'est le coefficient de relation. Donc, le coefficient de relation, c'est une mesure de la proportion des allèles qui sont partagés entre deux individus. Donc, plus le coefficient de relation est élevé, plus on doit être prêt à accepter un coût. D'accord? Et dans la vraie vie, bon, on peut comprendre que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que moi, je peux être d'accord pour prêter 1000 ou 5000 euros à mes enfants, sans forcément de contrepartie ou même donner si j'ai l'argent. Pour les enfants de mon cousin, beaucoup moins de probabilité. Et pour vous, là, dans la salle, zéro. C'est un peu ça. Ouais, oui, zéro. D'accord? Donc, quelque part, on comprend intuitivement que c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à aider les proches parents que des inconnus. Et donc, Hamilton a formalisé ça. Alors, si cet acte altruiste est avantageux pour la transmission de certains allèles et de certains génotypes, ben alors il peut apparaître par la sélection naturelle. Et du coup, le paradoxe, il disparaît. Donc voilà, c'était ça un peu la clé du raisonnement de Hamilton. Il explique certains comportements altruistes parce que c'est bénéfique non pas pour l'individu, mais pour les gènes. D'accord? Alors, le coefficient de relation, c'est très important de comprendre ce que c'est et comment le calculer. C'est très précisément la proportion moyenne d'allèles qui sont partagés entre deux individus. Et si on a une arbre généalogique comme ceci, le coefficient de relation R se calcule par 0,5 puissance n multiplié par le nombre de parents en commun, donc, où n est le nombre de pas dans l'arbre généalogique. Donc ici, A et B sont frères et sœurs. Donc le nombre de pas dans l'arbre généalogique pour aller de A à B, c'est 1 pour monter, un autre pour descendre, donc c'est 2. Donc 0,5 puissance 2, 0,25. Et s'ils ont les deux parents en commun, on multiplie par 2. Donc en gros, vous partagez 50% de vos allèles avec un frère et sœur et 25% de vos allèles avec un demi-frère ou sœur. Pour l'individu A et son oncle ou sa tante D, c'est 1, 2, 3 pas. Donc j'arrive à 0,125. Mais s'ils ont les deux parents ensemble, enfin les deux grands-parents en commun,
je multiplie par 2, ça fait 0,25. Donc je partage un quart de mes allèles avec mes neveux et mes nièces. Donc c'est ça. OK. Avec les cousins, un huitième, et avec F et A, je n'ai pas une sorte de cousin deuxième degré, un peu moins. D'accord? Donc, l'inégalité de la règle d'Hamilton donne une sorte de calcul qui vous explique quand est-ce qu'un comportement altruiste est favorable. Non pas pour vous, mais pour les gènes que vous partagez entre vous et votre parent. Alors, donc pour voir si vous avez bien compris ça, je vous propose ce petit petite situation imaginaire. Donc il faut que je me reconnecte sur ma doc. Et que je démarre la question. Et l'idée ici, c'est que vous faites le calcul de Hamilton et vous essayez de vous laisser vous faire dicter vos actions par un calcul froid et logique selon le modèle de kin selection. Donc l'action se passe dans le Japon. Il faut croire que c'est le Japon de la princesse Mononoke parce qu'actuellement il n'y a plus de loups au Japon maintenant. Il y a des macaques par contre. Ok, tout le monde m'a envoyé une réponse? Pas vraiment, mais envoyez parce qu'on va regarder. Ok, c'est ça qui est envoyé comme réponse. Donc on voit que la majorité, vous êtes sympa, vous voulez aider le petit, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, mais peut-être moralement, c'est peut-être bien, mais biologiquement, la question, est-ce que c'est le bon choix? Deuxième choix le plus populaire, c'est bon, écoutez, je lui laisse prendre ses chances, moi je retourne discrètement, je sauve ma peau, et réponse 1, c'est un peu la même chose. Alors, si on laisse de côté ce qui est la bonne chose à faire sur un point de vue moral, et on applique uniquement les règles de Hamilton, alors il faut faire le calcul suivant. Donc, si je fais ça, je prends un risque de 20% de me faire attaquer et tuer par des loups. Donc, mon coût en valeur de fitness, c'est 0,2. Si je pousse le cri d'alarme, il aura peut-être la vie sauve, le petit. Donc, lui, il gagne 1 en unité de fitness. Mais son coefficient de relation avec moi, c'est que 0,17. Donc, l'inégalité de la règle d'Hamilton, elle n'est pas respectée. Le coût, c'est 0,2. Le bénéfice,
pour les gènes partagés entre moi et le jeune, c'est 0,17. Donc cette action-là, altruiste, n'est pas valable selon la règle d'Hamilton. Donc si je me laisse dicter mon comportement par cette règle de kin selection, la bonne réponse est non, je n'aide pas. Je sauve ma peau parce que ce n'est pas un suffisamment proche parent pour que je risque ma peau pour lui. D'accord? Et or, s'il s'agissait d'un neveu ou d'une nièce avec un coefficient de relation de 0,25, ça serait une autre réponse. Dans ce cas-là, l'inégalité d'Hamilton voudrait que je l'aide. 0,17, pourquoi c'est 0,17 et pas un truc plus faible? Souvent, les animaux qui vivent en groupe, ils ont une relation de parenté qui est relativement proche. Beaucoup plus que les gens ici dans la salle, là, parce que là, on est dans une grande population palmitique. Mais la plupart des animaux vivent en relativement petits groupes et ils ont un coefficient de relation relativement élevé. OK, donc ça, c'est comment appliquer la règle d'Hamilton. Donc, alors, les exemples de kin selection, là, pour le coup, on a confronté un petit peu la théorie à l'observation et en effet, dans beaucoup de cas de coopération intra-espèces, on a quelque chose qui ressemble à la kin selection. Donc, chez de nombreuses espèces d'oiseaux, on a, quand il y a un couple d'oiseaux qui élève un oisillon dans le nid, souvent ils sont aidés par un troisième adulte. Et l'adulte, ce n'est pas un étranger, c'est dans la plupart des cas un parent proche, un grand frère ou une grande sœur de l'oisillon qui est dans le nid. Donc on a une aide altruiste qui est pratiquée pour la fratrie. Donc un autre exemple un peu à l'opposé, c'est chez une espèce de salamandre. On a, lors de l'éclosion des œufs fécondés, on a deux phénotypes qui peuvent se développer. Un phénotype normal qui va manger des petits invertébrés et un phénotype cannibale qui va se nourrir de ces petits congénères. Et les individus cannibales, en fait, vont éviter de manger leurs parents proches. Donc, on a une aide qui est, voilà, je ne vais pas vous tuer, je tue quelqu'un, je vais vous épargner. Et cette aide-là est pratiquée vis-à-vis des parents. Et l'exemple le plus frappant qui était proposé par Hamilton, il dit, voilà, la kin selection expliquerait la coopération extrême que l'on observe chez les insectes sociaux. Et pourquoi? Parce que Hamilton a fait le lien entre la coopération que l'on observe chez les abeilles, chez les fourmis, et leur mode de reproduction par haplodiploïdie. Alors, pour vous rappeler, le paradoxe, c'est que la plupart des individus dans la ruche des abeilles sont des travailleuses femelles qui n'ont zéro reproduction personnelle. Donc, leur valeur sélective darwinienne individuelle égale à 0. Dans un mode de reproduction par haplodiploïdie, les femelles sont diploïdes et les mâles, ce qu'on appelle les faux bordons pour les abeilles ou les drones, sont haploïdes. Donc ici, j'ai indiqué une reine diploïde et un faux bordon des haploïdes. Donc lorsque la reine pond des œufs qui sont fécondés par le faux bordon, on a des travailleuses qui en fait héritent un jeu de chromosomes entiers de la part de leur progéniteur un mâle et un jeu de chromosomes hérité à partir de la reine, mais ce jeu de chromosomes est tout mélangé à cause de la méiose qui génère les gamètes chez la reine. Donc entre deux travailleuses dans la ruche, leur coefficient de relation serait non pas 0,5 pour les deux sœurs dans un système totalement diploïde comme nous, mais de 0,75. Donc les travailleuses n'ont pas accès au mâle normalement, donc elles ne peuvent pas se reproduire par reproduction sexuée.
Mais dans un système haplodiploïde, lorsque les œufs non fécondés sont pondus, ces œufs non fécondés se développent en mâle, en faux bourdon. Donc, en théorie, les travailleuses pourraient pondre des œufs qui leur permettraient d'avoir une descendance directe, constituée de mâles, de faux bourdons. Donc, si elles faisaient ça, une travailleuse pondant des œufs non fécondés pourrait avoir une descendance directe. Mais dans ce cas-là, le coefficient de relation entre son fils, entre guillemets, et elle-même est de 0,5. Ce qui est moins que le coefficient de relation entre elle et ses consoeurs travailleuses. Donc la conclusion que Hamilton a tirée, c'est que, en fait, ça explique pourquoi les travailleuses favorisent la reproduction de la reine. Parce que le coefficient de relation est plus élevé entre deux travailleuses qu'entre une travailleuse et sa descendance directe. Donc c'était génial comme explication. C'est un truc tout simple qui explique pourquoi on a une sorte d'abnégation totale chez les travailleuses dans une ruche. Donc ça, c'était un argument qu'il a avancé qui était vraiment assez impressionnant. Et la théorie de kin selection allait expliquer le cas le plus extrême de coopération connu dans le monde biologique. Alors, comme toujours, il faut confronter la théorie avec les observations. Donc, un des éléments de la théorie qui est clé, c'est que la reine va se reproduire avec un seul mâle. Et du coup, c'est ça qui fait que toutes les travailleuses dans la ruche ont un coefficient de relation de 0,75. Lorsqu'on regarde, ce n'est pas toujours vrai. Il y a plusieurs mâles qui fécondent les œufs de la reine. Donc, en réalité, le coefficient de relation, c'est un peu moins que ça. Une autre observation, c'est que il existe pas mal d'espèces de guêpes ou d'abeilles qui sont solitaires, malgré le fait que ces espèces ont un mode de reproduction haplodiploïde. Donc, le haplodiploïdie, ce n'est pas suffisant pour conduire à un mode de vie coopératif. Et l'inverse est également vrai parce que les termites qui vivent dans d'énormes colonies, qui ont une coopération aussi développée que chez les abeilles ou chez les fourmis, ne sont pas haplodiploïdes. Donc la haplodiploïdie n'est pas non plus strictement nécessaire pour l'évolution de la coopération chez les insectes. Donc c'est ni nécessaire ni suffisant. Mais néanmoins, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères, donc qui ont une reproduction haplodiploïde. Donc la haplodiploïdie semble être un facteur important qui favorise l'émergence de ce type de coopération via un mécanisme de kin selection. Même si ce n'est pas tout, ça fait partie de l'explication. Alors, le kin selection. Donc, un des éléments importants, c'est qu'il faut être capable de reconnaître qui est son parent. Parce que si on aide des parents, il faut savoir qui est qui. Donc, chez les oiseaux et les mammifères, on a des sens de l'ouïe, de l'odorat, de la vision qui sont assez développés, et un cerveau suffisamment puissant pour pouvoir se souvenir de qui est qui. Donc ça, ce n'est pas tellement un problème pour les oiseaux et les mammifères. Chez cet exemple de salamandre, apparemment, il y a de l'odorat et des facteurs qui sont déterminés génétiquement sur l'odeur des individus qui permet de distinguer les proches parents des autres. Mais pour des insectes sociaux, ce n'est pas vraiment en reconnaissance du degré de parenté. C'est plutôt que lors du développement dans la ruche ou dans la colonie, les substances, les molécules organiques volatiles qui sont incorporées ou à l'extérieur de la cuticule à la surface des insectes vont être partagées par tous les individus dans la colonie ou dans la ruche. Donc tout le monde va partager la même odeur. Et donc c'est ça qui permet, par exemple, aux abeilles de garde qui sont là à l'entrée de la ruche, de renifler un peu toutes les abeilles qui se posent là et de reconnaître qui fait partie de la ruche et qui ne le fait pas. D'accord? Donc c'est une reconnaissance par odorat, mais plutôt
environnementale. Ce n'est pas strictement déterminé génétiquement. Et c'est ça qui explique un petit peu le phénomène d'esclavage chez certaines fourmis. Donc, chez certaines fourmis, ils montent des attaques sur d'autres colonies. Elles récupèrent les œufs de l'autre colonie, elles ramènent, et du coup, ces fourmis qui éclosent dans une colonie d'une espèce totalement différente se rendent jamais compte qu'elles sont entourées de fourmis d'une espèce totalement différente, de taille ou de couleur différente, parce qu'elles grandissent dans le même environnement et du coup, elles se comportent comme si tout le monde autour d'elles faisait partie de la même famille. D'accord? Donc, ce n'est pas une reconnaissance génétique directe. Donc, la kin selection est considérée comme une théorie valable pour expliquer pas mal de situations en biologie. Donc, c'est une théorie qui a encore de la valeur. Mais elle n'explique pas tout. Parce que des fois, c'est difficile de distinguer les deux. Parce que dans les groupes d'animaux, on a un coefficient de relation qui est relativement élevé. Mais c'est aussi peut-être plutôt une faiblesse de l'idée de la sélection de groupe parce qu'en fait, vu que les individus ont un coefficient de relation élevé, les comportements au niveau de groupe sont le plus souvent expliqués par le fait qu'on partage un grand nombre d'allèles avec différents individus dans le même groupe. Donc, c'est... mais, enfin... Des fois, c'est un peu difficile de distinguer les deux. Une autre chose que l'on peut dire, c'est que, oui, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Parce que si on est en train de raisonner d'un point de vue génétique des populations, on raisonne en fréquence des génotypes dans une population et la valeur sélective oméga appliquée à tel génotype. Donc, le kin selection, est-ce que ça change quelque chose? Bon, moi, je pense que oui, parce que ça permet de comprendre les comportements réels d'individus, des organismes réels. Tandis que dans les modèles de génétique des populations, tout reste relativement abstrait. Donc, la kin selection, c'est la façon d'interpréter les valeurs abstraites des modèles, des fois, de génétique des populations et de leur donner sens. Une autre limitation, c'est que des fois, certains comportements intra-espèces ne favorisent pas forcément les parents. Donc la kin selection ne peut pas tout expliquer. Et probablement le plus grand problème, c'est que la kin selection ne peut pas expliquer des symbioses ou des mutualismes entre deux espèces totalement différentes. Parce qu'évidemment, entre deux espèces distinctes, vous avez 0 allèle partagé. Donc il faut un autre modèle théorique pour expliquer l'émergence de la coopération, là où on a 0 lien de parenté entre les individus. Donc c'est là où on va avancer vers l'altruisme réciproque. Donc dans une relation d'altruisme réciproque ou mutualiste, on peut l'opposer aux actes altruistes que l'on a expliqué par la kin selection. Dans ce type d'interaction, les interactions 100% altruistes, on a un donneur qui supporte un coût et un receveur qui en tire un bénéfice. Et la kin selection est proposée comme une explication pour rendre compte de l'existence de ce type de comportement. Or, le mutualisme, c'est une interaction bidirectionnelle. Donc, dans un mutualisme, on a les deux partenaires qui supportent un coût et les deux récoltent un bénéfice. Et en fait, le bénéfice doit être supérieur au coût. Donc, finalement, les deux partenaires sont gagnants dans l'affaire. Donc, ça, c'est une interaction bidirectionnelle qu'on peut caractériser d'altruisme réciproque. Chacun aide l'autre, chacun donne quelque chose, chacun reçoit quelque chose. C'est donnant-donnant. Donc on peut comprendre que ce type d'interaction soit globalement bénéfique. Mais le problème pour l'évolution, c'est comment
maintenir ce type d'interaction ou même le voir apparaître face à des individus qui vont être égoïstes. Et sur les considérations théoriques, on pourrait imaginer que ce type de mutualisme soit intrinsèquement instable. Alors pourquoi? Parce que imaginons qu'on a une population d'individus qui vont avoir des interactions mutualistes ou des interactions de altruisme réciproque. Et lors des interactions entre deux individus coopérateurs, chaque individu va supporter un coût de 2 unités de valeur sélective et chaque individu va récupérer un bénéfice de 5 unités de valeur sélective. Donc, le résultat net de l'interaction, c'est plus 3 pour les deux partenaires. Donc, tous les deux gagnent. Donc, tout ça, c'est le bonheur, c'est le paradis. Ici, tout le monde est sympa les uns avec les autres. Mais le problème, c'est que, imaginons que l'on a une mutation qui apparaît dans cette population, et à cause de cette mutation, on a un individu qui apparaît qui n'est pas un coopérateur, mais c'est un tricheur. Donc, lorsque cet individu interagit avec... Ouais, je suis allé trop vite. Lorsque cet individu interagit avec un coopérateur, en fait, l'individu du tricheur, il ne donne rien en échange, donc il se porte 0 coût et il récupère le bénéfice. Donc lui, il gagne plus que le coopérateur. Tandis que le pauvre coopérateur qui s'est fait duper, lui, il supporte le coût, il donne ce qu'il faut, mais il ne récupère rien. Donc le coopérateur est perdant dans l'affaire. Alors, puisque notre tricheur, là, récupère plus 5, en fait, il gagne plus. Donc sa valeur sélective individuelle va être plus élevée que les valeurs sélectives de tous les coopérateurs. Et de ce fait, le génotype tricheur va commencer à se répandre dans la population et finira par dominer. Et donc à la fin, ce qui va se passer, c'est que notre population, qui était constituée 100% de coopérateurs initialement, va se faire envahir par les tricheurs. Et finalement, notre population est constituée uniquement d'individus qui ne coopèrent plus les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas évident comment on peut maintenir une population qui coopère sur la base d'un mutualisme ou de l'altruisme réciproque. Donc ça, c'était un peu la problématique explorée par les théoriciens de la théorie des jeux. Donc, pas des biologistes, mais plutôt les sociologues peut-être qui étaient intéressés par le comportement dans les sociétés humaines ou autres. Et l'un des modèles qui était considéré dans cette voie de recherche, c'était le modèle ou le dilemme ou le jeu du dilemme des prisonniers. Et la situation qui est proposée, c'est ici. Donc la police arrête 2 individus qui sont soupçonnés d'être responsables d'un crime, mais quand ils les interpellent, ils vont les mettre chacun séparément dans une cellule à part, son téléphone portable, n'est-ce pas? Et ils proposent un marché à chacun individuellement. Ils disent, OK, si vous dites que c'est votre pote qui a tout fait, c'est lui qui va aller en tôle et on va vous libérer. Mais ils proposent le même marché aux deux. Donc en fait, les résultats des courses, on aura 4 possibilités en fonction de si chacun garde le silence. Et garder le silence, ça veut dire coopérer, c'est-à-dire entre les deux potes, hein, pas avec la police. Donc chacun peut décider de garder le silence ou de trahir son pote. Si tous les deux vous coopérez, en fait, la police n'a pas assez de preuves pour vous mettre en tôle pendant longtemps, donc vous prenez pour 6 mois chacun. Si vous décidez de trahir votre pote, vous serez libre, mais lui, il va en prendre pour 10 ans.
si vous trahissez tous les deux mutuellement, bah, vous êtes tous les deux vous êtes mutuellement inculpés, donc tous les deux vous prenez pour 5 ans. Mais si vous êtes loyal et vous ne dites rien et votre pote vous trahit, bah, c'est vous qui allez en prison pendant 10 ans. Donc c'est ça le dilemme de prisonnier. Donc que faire si vous n'avez pas la possibilité de communiquer entre vous? Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de regarder la personne qui est assise à côté de vous ou le plus proche. Vous ne communiquez pas, vous décidez ce que vous allez faire, chacun individuellement, et une fois que vous avez décidé, vous dévoilez votre choix et on va voir paire par paire qui a fait quoi. D'accord? Donc ne dites rien, passez juste un petit moment pour faire votre choix, j'active l'activité et on va voir qui va en tôle et qui reste en liberté. Ok. Donc vous regardez votre voisin dans les yeux dans les yeux. Et vous ne pouvez pas le faire en jeu individuel parce qu'il faut les deux choix pour savoir quel est le résultat de l'interaction. Donc vous deux là, pouvez vous regarder et quand vous avez décidé, vous faites soit ça, ok? Trahir ou coopérer. Mais sans discussion. Pareil ici avec votre voisine derrière, vous pouvez juste faire ou ça, et puis vous savez, vous dites, vous voyez si vous avez 2 T, 2 C ou un T et un C. Intéressant. Ok, on va voir ce que ça donne. Et les résultats des courses, c'est ça. Donc vous avez énormément de coopération, relativement peu de gros perdants et pas mal quelques binômes réalistes. Donc c'est comme ça à chaque fois qu'on fait ça dans l'amphi. Donc on a une grande tendance à avoir la coopération. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je pense que c'est parce qu'en fait, les gens qui sont à côté de vous, ce n'est pas des inconnus. Donc vous avez une idée, ce qu'il va faire, je lui fais confiance, oui ou non. Et quelque part, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc vous risquez rien de perdre. Donc en fait, le calcul réel, c'est que bon, j'ai plus intérêt d'être vu comme quelqu'un de sympa par ma pote, plutôt que d'être un traître. Bon, ou en dehors de ça, vous faites confiance l'un à l'autre, ce qui est une bonne chose. Mais en théorie, s'il s'agit de deux inconnus qui sont en camp pour la première fois et qui rentrent dans un jeu comme ça, le choix logique est de trahir. Donc, vous avez fait mentir la théorie. Mais dans un jeu comme ça, la réponse logique, ce serait de trahir. Donc, c'est pas évident de voir si on ne se connaît pas, on a des individus inconnus qui interagissent, comment on peut avoir une corporation qui émerge. Donc, pour voir si on pouvait néanmoins avoir une sorte de coopération dans un jeu aussi mécanique que cela, c'est M. Axelrod qui a organisé un jeu informatique.
Et ce qu'il a fait, c'est-à-dire, voilà, on va faire un tournoi de jeu de dilemme de prisonnier itéré, c'est-à-dire que je vais inviter des gens à me soumettre différentes stratégies informatiques et chaque stratégie va jouer contre tous les autres. Et pour chaque jeu entre deux stratégies, on va jouer 20 tours du jeu de dilemme de prisonnier. Et donc, au bout de 20 tours, on compte qui a gagné le plus de points. Et pour le tournoi, on fait la somme de quels sont les points avec toutes les rencontres 2 par 2. Donc, il a invité d'autres chercheurs et des gens qui le suivaient de soumettre des stratégies informatiques et il les a fait jouer les uns contre les autres. Donc, on avait des stratégies comme coopérateur. Donc, sa stratégie était coopérer systématiquement. Défecteur, c'est le tricheur. Sa stratégie, très simple, je triche tout le temps. Et d'autres stratégies avec des algorithmes plus ou moins compliqués pour essayer de optimiser sa stratégie en fonction des réponses de l'autre partenaire. Alors, à la grande surprise, le gros gagnant de ce concours, c'était la stratégie tit for tat, qui avait une des stratégies les plus simples, qui était simplement, je coopère le premier tour, mais ensuite, je copie le dernier choix de mon adversaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tit for tat a gagné? Parce que contre des stratégies agressives comme le défecteur, tit for tat se fait avoir uniquement le premier tour, mais ensuite, il ne se fait plus avoir. Il y a une sorte de vengeance directe. Mais contre les stratégies pacifiques, tit for tat arrive à instaurer une coopération et du coup, les deux bénéficient de la coopération. Et ça, c'est très, très important. Si on a une stratégie un peu qu'on appelle méfiante, où en fait, on fait tit for tat, sauf qu'on ne coopère pas le premier tour pour ne pas se faire voir. Mais dans ce cas-là, on n'arrive pas à avoir une coopération avec lui-même. Donc, tit for tat, lorsqu'elle rencontre elle-même, on a de la coopération. Parce que les deux jouent franco le premier tour, et ensuite, ils continuent à coopérer. Donc, on a besoin de croire et de coopérer le premier tour, sinon ça ne peut pas émerger. Donc là, il y a plusieurs leçons, peut-être pas pour la vie, mais en tout cas pour la théorie des jeux. C'est que pour avoir la coopération et l'altruisme réciproque, il faut plusieurs interactions, des interactions répétées. Il faut commencer par la coopération et il faut avoir une stratégie un petit peu revancharde qui fait qu'on ne se fait plus avoir après le premier tour. Et dans ces cas-là, on peut voir les comportements coopérateurs émerger sans qu'on ait besoin de connaître les personnes et d'avoir un contrat ou des choses comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une négociation au préalable, on n'a pas besoin d'avoir les lois, la police qui va nous punir si on ne coopère pas, des choses comme ça. Mais il faut avoir des interactions répétées, il faut être capable d'identifier les différents individus et de se souvenir de leurs actions. Parce que si on est en train d'interagir avec un tas de clones et on ne sait plus qui est qui et comment ils ont fait la dernière fois, on ne peut pas savoir comment ils ont fait la dernière fois. Donc, on ne pourra pas appliquer une stratégie de style tit for tat. Donc, cette analyse venant du monde de la théorie des jeux a posé un peu les conditions pour les biologistes pour aller chercher est-ce que ça existe dans le monde biologique. Donc ça, c'était des années 80, et puis il y a pas mal de gens qui ont passé du temps à chercher, et le meilleur exemple qui a été retrouvé, c'est peut-être chez les chauves-souris vampires, qui chaque nuit quittent leur colonie et vont aller chercher un repas sanguin chez de gros mammifères qui vivent dans les parages. Et chaque nuit, il y a un certain nombre de chauves-souris qui n'arrivent pas à trouver à manger. Ils n'ont pas de repas. Et ça, c'est quand même assez grave pour les chauves-souris parce qu'ils mangent une fois par jour. Et s'ils passent 2 ou 3 minutes sans manger, elles vont mourir. D'accord? Elles ne peuvent pas rester longtemps sans mourir. Donc, c'est très, très important. Donc, un comportement qui existe, qui a été observé, c'est que les chauves-souris qui n'ont pas réussi à trouver un repas pendant la nuit vont se rapprocher à une autre chauve-souris qui a le ventre
qui a le bide gonflé parce que le sang, ça prend de la place quand même. Donc on peut reconnaître qui a bien mangé. Donc cette chauve-souris va se rapprocher de l'autre et il va lui gratouiller un petit peu la panse pour solliciter un don de repas sanguin. Et donc en fait, si l'autre consentit, elle va se repencher et lui regurgiter un petit peu de son repas. C'est peut-être pas très goûteux, mais en fait, ça permet de survivre, ce qui est le principal en biologie. Ça et se reproduire. Donc, on a vu qu'effectivement, on a ce comportement altruiste. Celui qui donne le repas sanguin, il a un peu moins de bénéfices individuels. Et on a observé que les dons de nourriture étaient entre des individus non apparentés. Donc ça, c'était important. Donc, ce n'était pas le kin selection. Que les rôles donneur-receveur étaient souvent inversés. Donc, c'était un peu donnant-donnant. Un coup, je vous aide. La prochaine fois, c'est vous qui m'aiderez. Et en fait, les chercheurs ont remarqué que les chauves-souris avaient la capacité de savoir qui était qui. Et ils savaient si un autre chauve-souris leur avait refusé de faire un don de sang. Bah, la prochaine fois que cet individu sollicitait une aide, bah, il disait non, il refusait. Donc ça semble être réellement une application dans la vraie vie d'une stratégie tit for tat. Donc ça, c'est à peu près le seul exemple biologique qui correspond en pas mal de points au modèle théorique. Et pourtant, des biologistes ont bien cherché. Donc ça existe, mais c'est relativement rare. Okay. Alors, une autre leçon principale du modèle du dilemme du prisonnier, du jeu de dilemme du prisonnier, c'est que pour que la coopération émerge, il est important et essentiel d'avoir des interactions répétées. Donc même si on essaye de ne pas trouver l'exemple parfait d'une stratégie tit for tat, mais que l'on se concentre sur cette idée d'interaction répétée. En biologie, on a souvent des interactions répétées entre deux espèces différentes et qui peuvent avoir lieu dans le cadre des interactions de prédation, de compétition pour des ressources, de parasitisme ou de mutualisme. Et à chaque fois que l'on a des interactions répétées entre deux espèces pendant le long terme, on a une coévolution de ces deux espèces. Donc, typiquement, dans les coévolutions de prédateur-proie, on a une sorte de course aux armements, c'est-à-dire on aura une pression de sélection chez la proie pour courir plus vite, pour échapper au prédateur, et on aura en face une coévolution du prédateur pour devenir soit plus rapide ou développer des stratégies de chasse en groupe pour arriver néanmoins à attraper la proie qui a évolué pour échapper. Et donc, on a une sorte de coévolution des stratégies de chasse chez le prédateur et des stratégies d'évitement chez la proie. Donc, ça, c'est un produit de la coévolution. Alors, comment savoir si on est dans une situation de coévolution? Ce qu'on peut faire, c'est chez des parasites ou chez les paires d'organismes symbiotiques, on peut comparer les arbres phylogénétiques, par exemple de l'hôte et du parasite. Et lorsqu'on voit qu'on a un arbre phylogénétique qui est un peu le miroir de part et d'autre, on peut conclure qu'en fait, cet hôte et ce parasite ont coévolué pendant une longue période, avec de temps en temps des parasites qui peuvent sauter d'un hôte à l'autre. Mais ici, par exemple, on a cette clade dans l'arbre du parasite et qui est le miroir de la clade ici. En fait, on avait donc le parasite chez l'ancêtre commun de cet hôte-là et la spéciation ici a provoqué une spéciation chez le parasite également. Donc chaque fois qu'on voit un peu ce type de truc, avec un arbre phylogénétique qui est aussi complexe chez les parasites que chez l'hôte, on peut conclure que l'on a un phénomène de coévolution sur une longue période. Donc, interaction répétée, oui. OK.
on a ça. Alors, interaction répétée avec les mêmes génotypes. Donc ça, c'est un peu autre chose parce que les parasites peuvent avoir une transmission horizontale, c'est-à-dire un individu qui est infesté ici, peut-être par des poux ou d'autres petits insectes parasites, peut les transmettre à un autre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de relation génétique entre l'hôte du parasite ici et l'hôte initial. Or, il existe aussi des parasites qui ont une transmission verticale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'hôte se reproduit, il va aussi transmettre ses parasites. Donc, si on a une transmission verticale, en fait, on peut considérer que l'interaction hôte-parasite va être rejouée à chaque génération, mais avec presque les mêmes partenaires, parce que le fond génétique, c'est la même chose chaque fois. Mais dans ce cas-là, le parasite agit comme une sorte d'élément génétique. Et ça, la transmission verticale, en théorie, doit absolument favoriser une atténuation de la virulence du parasite et une évolution vers le mutualisme, c'est-à-dire la coopération entre l'hôte et le parasite. Donc, pour comprendre pourquoi, je vous invite à réfléchir un petit peu à ça pour savoir si le parasite ne change pas son comportement, qu'il reste virulent, qu'est-ce qui va se passer aux populations hôtes parasites? Donc, pareil, je vais activer mon truc et puis on n'a que 10 minutes pour terminer, c'est pas bien. On va devoir le faire vite parce que... Ok, bon, j'ai activé l'activité. Ok, bon, j'ai quelques réponses. Et en fait, la bonne réponse est 3. 1, c'est pas la bonne réponse. Alors, pourquoi? Parce que si on a une transmission verticale exclusive, ça veut dire que un individu qui porte le parasite ne va jamais le transmettre à un voisin comme ça, là. Par la toux, par un insecte qui saute de l'un à l'autre. On a une transmission uniquement à la descendance. Mais dans une population, on a 10% des individus qui sont non infestés, qui va vivre mieux et se reproduire mieux. Ça va être des individus non infestés, qui vont, parce que les parasites vont impacter la survie ou la fécondité des hôtes qu'ils infestent. Donc, à chaque génération, si le parasite reste pathogène ou virulent, la survie de l'hôte va être impactée. Donc, de chaque génération, de génération en génération, on aura de moins en moins d'hôtes infestés et de plus en plus d'hôtes non infestés. Et ça, cette relation-là va se continuer jusqu'à la disparition complète du parasite. Attends, disparition du parasite, c'est ça la réponse correcte. En fait, c'était... Oh, attends, mais c'est indiqué dans le mauvais sens en mon truc. Là. Donc, disparition du parasite, c'est ça la bonne réponse, qui est indiquée comme 2 ici. Donc, dans ce type de relation, soit le parasite adapte son comportement et arrête de tuer l'hôte, sinon il va disparaître. Parce qu'il va tuer son hôte et puis il ne pourra plus vivre lui-même. Donc, ça, c'est la prédiction théorique, c'est que chaque fois qu'on a une transmission verticale, on doit avoir une tendance vers le mutualisme. Et là, on peut le regarder chez les alpha-protéobactéries, qui c'est une large famille de bactéries
dont certaines sont des bactéries pathogènes avec une transmission horizontale, mais un grand nombre de ces bactéries sont impliquées également dans des symbioses. Et un genre en particulier, le genre Wolbachia, c'est très intéressant parce que ce sont des petites bactéries intracellulaires qui se transmettent uniquement par transmission verticale, un peu comme des mitochondries. Donc, chez les Wolbachia, on pourrait imaginer que voilà, ils devraient avoir une tendance à évoluer vers le mutualisme et être en symbiose avec des organismes qui les portent. Donc, les Wolbachia, on les retrouve chez des arthropodes et chez d'autres invertébrés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains groupes, les Wolbachia sont très certainement des symbiotes. Ils apportent quelque chose à l'autre qui est infesté. Mais chez les insectes, ils semblent se comporter quand même comme des parasites. Et là, c'est un peu un conflit avec la prédiction théorique. Donc, lorsqu'on regarde, comment se fait-il que les Wolbachia se maintiennent, même si en fait, ils font mal à leur hôte à chaque génération? Bon, ils se maintiennent parce qu'en fait, ils ont une tendance à subvertir le mode de reproduction de l'hôte pour favoriser leur propre transmission. Donc, ils ont tout un tas de mécanismes que je ne vais pas détailler ici parce qu'on est un peu en cours de temps. Mais dans certains cas, on a observé quelque chose qui tend vers une évolution vers le mutualisme parce que dans certains cas, on voit que le fait de porter des Wolbachia peuvent aider les insectes qui sont infestés de mieux résister aux infections virales. Donc, les Wolbachia, d'apparence, ça semble être quelque chose qui est contraire à notre règle théorique, mais lorsqu'on regarde de près, l'exception est possible à cause de tout un tas de mécanismes peu particuliers pour néanmoins maintenir le parasite malgré le fait qu'il fait du mal à l'hôte et qu'il y a une transmission verticale. Donc une partie des symbioses semble être l'évolution des interactions hôte-parasite sur le long terme qui ont évolué vers une symbiose. Et ça, ce sont des interactions interespèces. Donc, ça marche pour pas mal de symbioses, mais pas pour tous. Par exemple, les lichens et les coraux, on n'a pas une transmission verticale du symbiote photosynthétique. Et donc, à chaque génération, surtout lors de la reproduction sexuée, l'hébergeur ou l'hôte doit aller capturer le symbionte photosynthétique. Donc c'est un petit peu comme si c'était une relation d'abord prédateur-proie qui va évoluer en un mutualisme, c'est-à-dire que l'animal prédateur chez les coraux il va ingérer une algue photosynthétique et au lieu de le manger, il va l'héberger et avoir une interaction mutualiste avec lui. Ok, donc on va utiliser les 5 dernières minutes pour terminer le cours. Donc, on a différents modèles théoriques qui permettent d'expliquer l'émergence de la coopération dans des systèmes biologiques et qui résolvent en fait le paradoxe de l'existence de la coopération dans un monde qui évolue via la sélection naturelle. Et donc, c'est Martin Nowak qui a essayé de mettre un petit peu ça dans une forme mathématique assez formelle. Et donc, il a pris un peu modèle sur l'équation de Hamilton ou l'inégalité de Hamilton pour la kin selection, où c'est le coefficient de relation qui est essentiel. Dans les modèles d'altruisme réciproque, comme le jeu de dilemme de prisonnier, on peut dériver une équation ou une inégalité semblable, et cette fois-ci, c'est la probabilité d'un deuxième rencontre qui est l'élément clé, c'est-à-dire les interactions répétées. On peut remarquer que dans notre vie, on n'a pas... non, mais je reviens sur ça après. Un autre modèle qui semble fonctionner, c'est aussi l'altruisme indirect, c'est-à-dire que cet individu ici, il va aider un deuxième individu, et le deuxième individu ne va pas lui rendre quelque chose directement. Il va aider quelqu'un d'autre, et cette troisième personne
va peut-être aider notre première personne ici. Donc on a l'entraide qui part en cercle. Donc ça peut paraître utopiste et un peu le monde de bisounours, mais c'est pas vraiment ça. Lorsque je vais à la boulangerie, j'achète une baguette de pain qui m'aide directement à survivre biologiquement. Mais je donne rien à la boulangère qui l'aide à survivre ou se reproduire. Qu'est-ce que je lui donne? Je donne une pièce d'argent ou ma carte qui fait bip. C'est l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une promesse que quelqu'un d'autre va l'aider à son tour. Donc l'altruisme indirect, c'est ça qui est à la base de toute l'économie, parce que c'est l'argent qui permet ce type d'interaction. Alors, réciprocité sur réseau, c'est un peu les individus qui sont proches ensemble vont avoir une tendance à coopérer. Et le dernier truc qui fait son grand retour, c'est lorsqu'on analyse mathématiquement les modèles de sélection de groupes et on fait la compétition, on met en compétition une sélection pour un comportement altruiste au niveau du groupe et on met en face un comportement égoïste au niveau de l'individu dans le groupe, il y a certaines conditions qui permettent d'avoir un comportement coopératif lorsque l'impact de la sélection au niveau du groupe, c'est plus important que l'impact des interactions entre des individus au sein du groupe. Donc, si vous vous souvenez, l'objection théorique contre la sélection au niveau du groupe, c'était un peu rejeté par un revers de main, mais quand on regarde de près, en fait, il y a certaines conditions qui permettent l'évolution d'une coopération via la sélection au niveau du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu son retour en biologie. Donc, le résumé. Donc, on voit que la kin selection et les altruismes réciproques sont des mécanismes théoriques capables d'expliquer l'évolution de la coopération. On n'a pas besoin de la communication de l'intelligence, donc ce n'est pas uniquement réservé aux populations humaines ou des oiseaux ou des mammifères avec des cerveaux et des sens très développés. Et on a aussi d'autres mécanismes théoriques qui peuvent permettre la coopération d'émerger. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais aller dans une autre amphi, refaire exactement le même cours.